Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion sur la validation du rapport de l'État de bonne gouvernance en Afrique. Et enfin, dans l'actualité internationale, la Banque mondiale prévoit une croissance de 3,6% en 2023. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, hier a débuté une réunion de 3 jours sur la validation du rapport de gouvernance africain 2023 au Palais Capesky. Il s'agit là d'un événement crucial pour le continent africain car il évalue l'état de la gouvernance dans la région. Le rapport qui sera publié en 2023 fournira une analyse complète des développements politiques, économiques et social en Afrique avec un accent particulier sur le droit de l'homme. Le sous-comité des droits de l'homme du comité des représentants permanents est chargé de superviser le processus de la validation de 2023. Le comité, qui est composé des représentants de tous les États membres de l'Union africaine, tiendra une réunion de 3 jours à Djibouti à partir d'hier pour discuter et finaliser le rapport. La réunion rassemblera des experts, des universitaires et des représentants d'organisations de la société civile qui apporteront leurs contributions et leurs commentaires sur le rapport. Le comité entendra également des représentants des institutions de l'Union africaine, comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sur les observations et recommandations concernant le rapport. Est un outil d'important pour le suivi de l'évaluation des progrès en matière de gouvernance en Afrique. Il fournit une analyse complète des développements politiques, économiques et social dans la région et met en évidence les principaux défis et opportunités pour améliorer la gouvernance. Le rapport est également une source précieuse pour les décideurs politiques et les organisateurs de la société civile qui travaillent à la promotion de la bonne gouvernance et des droits de l'homme en Afrique. Eh bien, dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que le rapport sur la gouvernance en Afrique est un instrument pratique établi par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2019 afin de promouvoir la démocratie, l'état de droit de l'homme et la gouvernance inclusive. Le ministre a également salué les 6 pays, à savoir Lesotho, la Sierra Leone, le Tchad, le Comore, la République Guinée, la République soudanaise, car ils ont mené des examens ciblés sur le constitutionnalisme et la légitimité de l'État, l'intégrité et les élections démocratiques, entre autres thèmes. Le ministre a déclaré que cette évaluation permettra de mieux comprendre les défis et les dynamiques en action qui ont fait dérailler les systèmes politiques de certains pays. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe. De parler de cette activité qui donne à notre pays une visibilité et qui démontre que, ma foi, le mécanisme d'évaluation par les pairs qui a été mis en place il y a 20 ans va en quelque sorte fêter son 20e anniversaire. Ça coïncide aussi avec le 60e anniversaire de l'Union africaine. Le thème le plus important qui est abordé, et c'est la gouvernance économique, la gouvernance politique, et plus particulièrement la possibilité de prévenir plutôt que guérir, faire de sorte que l'on puisse préparer la population, que l'on puisse écouter les communautés, que l'on puisse écouter les gouvernements, et qu'il n'y ait pas d'opposition, mais plutôt de complémentarité. Et ce qui va être dit, ce qui va être fait ici, va être rapporté au niveau de la capitale africaine et c'est le chef de l'État qui vont donc prendre connaissance de tout ce qui aura été discuté, mis en avant par les experts, à savoir comment le pourquoi des coups anticonstitutionnels, la manière de prévenir ce genre de situation, d'éviter ce genre de situation, et c'est tout autour de tout cela que nous discutons. Notre pays a l'honneur aujourd'hui d'accueillir une importante réunion du MAEP pour la validation du 23e rapport sur la gouvernance en Afrique par le sous-comité du COREP sur les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance. Ce 23e rapport du MAEP sur la gouvernance mettra l'accent sur
les changements anticonstitutionnels. Si je parle un peu du MAEP, le MAEP, c'est le mécanisme d'évaluation par le pair, c'est une entité autonome de notre organisation continentale, l'Union africaine. Son objectif principal est l'adoption des politiques, des normes et des pratiques qui conduisent à la stabilité politique, à une forte croissance économique, au développement durable et une intégration économique accélérée, non seulement au niveau de la sous-région, de chaque sous-région, mais aussi au niveau continental. Et bien après le lancement d'hier, place maintenant aux travaux qui s'est tenu au Campesky sur l'élaboration du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023. Ces travaux ont vu la participation du prof Eddy Maloka, directeur général du secrétariat continent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, l'ambassadeur et représentant permanent de la République du Rwanda auprès de l'Union africaine. Le premier panel est ouvert par l'avocat Batloko Makong, chef des personnels mécanisme africain d'évaluation sur les pairs, qui a rappelé l'objectif de cette réunion consacrée à l'élaboration du rapport « La gouvernance en Afrique 2023 », des stabilités, des bonnes gouvernances et des prospérités énoncées dans l'agenda 2103. Le deuxième panel s'est penché sur les tendances causées et dynamiques des changements inconstitutionnels des gouvernements, ainsi que plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Résumé des principales conclusions et recommandations de la thématique intégrité, élection démocratique, ordre constitutionnel et légitime de l'État, gestion et la diversité des droits de l'homme, gouvernance économique et secteur public et responsabilité, l'insurrection et la vulgarisation, multilatérisation et le terrorisme a été à l'ordre du jour. Direction le Sud, où le Premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, à la tête d'une importante délégation ministérielle, dont la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Hulfa Ismaël Abdou, organisatrice de cet événement annuel et multisectoriel. En effet, une importante activité multiforme a couronné cette première journée de la Semaine nationale de la solidarité à Dikil. Ces activités multidimensionnelles illustrent la volonté du gouvernement de faire de l'action sociale sa priorité la plus absolue. C'est ainsi que le Premier ministre, à la tête d'une forte délégation, a participé à la cérémonie de remise des certificats aux lauréats du projet Formation des jeunes entrepreneuriats, sous son acronyme FORGE. Pour rappel, l'Agence djiboutienne de développement social a soutenu les jeunes de la région de Dikil dans le cadre du projet FORGE. Ce projet de formation des jeunes entrepreneuriats a permis aux jeunes Dikilois d'entreprendre en mettant en place des activités génératrices de revenus permettant le renforcement du capital humain. En effet, plus de 150 jeunes sont identifiés pour le chef-lieu de la région de Dikil, les sous-préfectures, sachant que chaque site sont créés pour 3 jeunes, soit 75 jeunes formés par site. À travers ce projet, l'ADS et plus globalement le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité entend améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création et de revenus, d'emploi et ainsi lutter contre le chômage et la pauvreté. Et pour cela, voici les propos de la ministre lors de la cérémonie de remise du certificat aux lauréats du projet Formation des jeunes de l'entrepreneuriat. Depuis un certain nombre d'années, non seulement le MAS, mais également l'Agence djiboutienne de développement social œuvre inlassablement depuis 2008 et sous la conduite du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, dans la solidarité. On est un ministère transversal qui agissant dans tous les domaines. Et je vais citer juste quelques chiffres clés qui méritent d'être rendus comme hommage, mais non seulement hommage pour la communauté djiboutienne tout entière, hommage pour la politique clairvoyante du président de la République, mais également et surtout hommage pour la région de Dikil. Comme vous le savez, la pauvreté touche particulièrement la région de Dikil. Pourquoi? Parce que c'est une grande région et elle est la région la plus peuplée. De ce fait, toutes les actions sociales que nous menons en a une part très importante pour la région de Dikil. Je vais moins d'un an en été ici et nous avons parlé des transferts monétaires et des vivres que nous accordons aux populations. La population de Dikil nous a demandé 2 choses. D'abord, d'augmenter la couverture, pas seulement à 1500, mais de l'augmenter à plus. Et la deuxième chose qu'elle nous a demandé, c'est que la sous-préfecture de Yoboki, quand il y a eu la crise du Covid, les fonds qui étaient destinés pour le transfert monétaire pour la sous-préfecture de Yoboki ont été réalloués pour la gestion du Covid. Bien sûr, il y a des priorités du gouvernement et la priorité, c'était de maintenir nos populations en bonne santé et le Covid était donc une bonne raison pour orienter ces fonds. Mais la demande que vous avez faite, c'était essayer de nous trouver de fonds pour que la sous-préfecture de Yoboki
puissent avoir la même couverture sociale, en sécurité sociale et en sécurité alimentaire. Aujourd'hui, j'ai la fierté, lors de cette semaine, de justement vous donner la bonne nouvelle pour vous dire on est passé d'un taux de couverture de 1500 transferts monétaires et de vivres à 6000 rien que pour la région de Dikil. Ça a permis, comme vous le savez, à plus de 28 000 habitants ou individus de sortir ou de les accompagner dans la sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que dans un contexte où le chef de l'État a lancé en février dernier un appel à la solidarité suite à la sécheresse, il nous fallait mobiliser des fonds. Alhamdulillah ta'ala, des fonds nationaux nous ont été alloués, mais également nos partenaires nous ont alloué des fonds pour qu'on puisse venir en aide aux populations qui souffrent d'insécurité alimentaire. Chose faite, alhamdulillah, Dikil serait vraiment bien loti, on passe de 1500 à 6000. En ce qui concerne les cartes PASS ou les cartes AIMS comme on connaît, rien que la région de Dikil, nous distribuons avec le partenariat de la CNSS et le ministère de la Protection sociale 4 338 ménages à Dikil bénéficient d'une carte santé, une carte PASS, soit 25 000 individus. Aujourd'hui, cette cérémonie que vous voyez ici, qui est à l'honneur justement du programme Forge, c'est justement tout ce que le chef de l'État nous a vraiment confié de faire, c'est sortir les familles vulnérables, les jeunes, les femmes, les hommes de la pauvreté. C'est une vision claire qui nécessite que tous ces jeunes qui ont été formés puissent avoir accès au crédit. Nous avons des femmes qui sont justement dans tout ce qui est AGR. Nous restons dans la région de Dikil où la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdo, s'est rendue à Yoboki. Elle était accompagnée dans son déplacement par le ministre des Équipements et des Infrastructures, M. Hassan Mohamed Ibrahim, du préfet de la région de Dikil, Adam Moussadar, ainsi que des députés de la région. Un accueil des plus chaleureux leur a été réservé à la sous-préfecture de Yoboki par le sous-préfet de la région. L'objectif de cette visite consistait en une rencontre avec les leaders communautaires en vue de partager sur les réalisations menées et projets en cours par le ministère des Affaires sociales dans la sous-préfecture de Yoboki. La délégation ministérielle a ainsi pu écouter les doléances et les interventions des habitants auxquels elle a prêté une atténuation particulière. Les différents intervenants ont tour à tour fait état des difficultés et obstacles rencontrés, souciés que les membres du gouvernement n'ont pas omis de noter afin d'y apporter réponse et éclaircissement. Les doléances des habitants de Yoboki ont porté notamment sur le programme PASS et sa carte éligibilité sur la reprise du système de transfert monétaire à travers le projet de protection sociale et l'augmentation des effectifs de la mise en place des caisses communautaires. Autant de demandes auxquelles la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdo, n'a pas manqué d'apporter des réponses. Le ministre des Équipements et des Infrastructures, monsieur, a rappelé qu'il a remercié plutôt la population de Yoboki pour l'accueil chaleureux. Il a rappelé que leur présence à Yoboki s'inscrivait dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité. Le ministre Hassan Ahmed a indiqué que sa collègue de la solidarité avait prévu de rendre visite aux habitants de Yoboki depuis un certain temps. De son côté, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdo, après avoir recueilli et noté minutieusement toutes les questions et doléances, a répondu aux interrogations des habitants de la sous-préfecture de Yoboki. On voulait déjà depuis très longtemps venir à Yoboki, mais il y a eu à un moment donné des intempéries et la route était mauvaise, on n'a pas pu venir. Et vraiment, on était très déjà empressés de venir à votre rencontre. Et alhamdulillah, aujourd'hui, Dieu a permis qu'on soit devant vous. C'est que quand on m'a expliqué la difficulté de passage et pour venir ici, j'ai été vraiment encouragée, je dirais même recommandée par le président d'aller là-bas. Et il m'a sorti cette phrase devant tout le monde en Conseil des ministres, c'est des gens très bons, il faut aller les voir. Déjà, pour tout ce que vous avez dit concernant la sécurité alimentaire et les vivres, en effet, il y a eu une sous-préfecture par région qui a bénéficié avant du PNSF national et avec l'arrivée du Covid et qui a touché le monde entier, la sous-préfecture de Yoboki faisait partie de ça. Donc le transfert monétaire qui venait justement du PNSF national a été réorienté
vers le Covid, et ça on est conscient. Et on avait tout mis en œuvre depuis maintenant 1 an et demi pour mobiliser des fonds et pour qu'on puisse reprendre ça. Je pense que vous avez parlé de vivres qui n'arrivent pas jusqu'à Yoboki. Maintenant, déjà, il y a des vivres qui arrivent et ils sont au nombre de 1104 vivres. Maintenant, comme vous l'avez demandé également, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer et c'est pour ça qu'on a fait tout ce trajet. C'est qu'Alhamdulillah Ta'ala, depuis qu'il y a eu la sécheresse, le président de la République a mis tout en œuvre pour mobiliser des fonds qui puissent venir et faire face justement à cette sécheresse. Et au jour d'aujourd'hui, on est venu vous annoncer que le PNSF national, qui était le PNSF national, on a trouvé un financement et il y aura du transfert monétaire pour tous ceux qui bénéficiaient d'un transfert monétaire. Et les localités qui sont éloignées, ils vont avoir également des transferts en vivres. Avant, il y avait 638 bénéficiaires du PNSF national. Aujourd'hui, on va dépasser les 1100 bénéficiaires du PNSF national. Certaines localités seront en transfert monétaire et certaines localités, ça serait en transfert en vivres. En ce qui concerne les cartes passes, il faut savoir que l'assurance maladie universelle, on est un des seuls pays à bénéficier d'une carte de santé qui est gratuite. Gratuite pour la population, mais c'est l'État qui prend en charge tous les frais de cette carte de maladie universelle. La sous-préfecture de Yoboki est celle qui bénéficie le plus de cartes passes. Elle est même équivalente à certaines régions entières. La sous-préfecture de Yoboki bénéficie de 5068 cartes passes. La deuxième chose, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, qu'on va financer également, c'est le but même de cette semaine, c'est mettre en place ici à Yoboki, auprès des localités et auprès en tout cas des autorités, avec les femmes, 3 personnes, une femme sage de Yoboki, avec le chef de village et une troisième personne encore. On va mettre en place, Inch'Allah, dès maintenant, une caisse qu'on appelle villageoise, une caisse de solidarité d'un montant de 1 million pour Yoboki parce que c'est un grand village. L'objectif de ces caisses, c'est pouvoir vous donner les moyens d'agir vous-même, mais de prioriser également vos actions de sorte à ce que cette caisse ne tarisse pas. Parce que les premiers 1 million, c'est le gouvernement qui va le donner. Mais après, ce que nous souhaitons, comme c'est une caisse solidaire, qu'il y ait au moins, avec le transfert monétaire surtout qu'on va vous remettre, qu'il y ait au moins 100 francs, 200 francs qui soient mis par chaque bénéficiaire pour pouvoir toujours régénérer cette caisse et qu'elle ne soit jamais vide. Eh bien, à l'issue de cette rencontre riche en émotions et en informations, notre équipe de reporters assignés pour cette semaine de solidarité a recueilli pour nous les impressions du directeur général de la DS. Nous sommes aujourd'hui à Yoboki dans le cadre de la semaine de la solidarité pour effectivement montrer les réalisations du ministère et de l'ADDS. Et pour notre part, l'ADDS a formé 150 jeunes qui ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat. On est dans un endroit stratégique qui est le corridor et donc il fallait absolument intervenir dans cette zone-là et développer des activités génératrices de revenus. 25 AGR vont être créés, sont en cours de création et c'est 75 jeunes qui vont bénéficier. Donc c'est 75 jeunes qui vont être également des contribuables puisqu'ils vont payer des impôts. Et c'est des 75 jeunes qui vont également sortir de la pauvreté. Et nous sommes extrêmement contents puisque notre mandat, c'est la lutte contre la pauvreté, mais c'est également la réduction du chômage des jeunes. Et donc nous sommes très heureux que Yoboki puisse bénéficier. Et donc le jeune a expliqué, donc il y a beaucoup de choses qui vont être financées, notamment une boucherie, une quincaillerie, des soudures, etc. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques et autres vecteurs nuisibles à la santé de nos populations. Le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut de santé publique de Djibouti et en collaboration avec les différentes communes de la ville de Djibouti, ont procédé au lancement d'une campagne de démoustication, destruction des gîtes larvaires dans la ville de Djibouti. Cette campagne va consister à pulvériser dans les communes concernées tous les espaces sources de prolifération des gîtes larvaires du moustique qui causent des problèmes de santé publique durant cette période hivernale. Ainsi, tous les techniciens de l'INSPD visiteront les différents quartiers pour sensibiliser les populations sur les mesures de prévention et détruiront les gîtes larvaires en conséquence. Pour rappel, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Culture, ont lancé aussi une campagne de pulvérisation aérienne. Simultanément à cette activité de pulvérisation et de destruction des gîtes larvaires sur le terrain, le ministère de la Santé invite la population à accompagner ces efforts de lutte antivectorielle.
Comme à l'accoutumée, l'Institut national de santé publique, nous avons entamé ces activités et ce sont des activités qui vont durer pendant une période de 2 semaines. Il faut juste comprendre un élément crucial qui consiste à la lutte anti-larvaire et la lutte anti-adulte de moustiques, consiste à pouvoir, après que nous avons effectué la pulvérisation intradomiciliaire, elle consiste à pouvoir maintenant, à travers un épandage aérien de 4 jours sur Djibouti, mené conjointement par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, nous allons démarrer la pulvérisation spatiale, donc, qui vont se dérouler selon un schéma classique de passage dans différents quartiers. Puis, nous avons fait les destructions des gîtes larvaires, donc ça veut dire que nous venons avec les citernes, avec les fûts, et nous demandons à la population de se servir et de mettre de l'eau dans les caniveaux. Ces activités vont nous permettre de pouvoir atténuer, pas complètement d'éliminer les moustiques, mais d'atténuer la densité parasitaire. Nous exhortons la population de pouvoir dormir sous moustiquaires imprégnés, de fermer également portes et fenêtres de 16h à 22h, et que les produits que nous faisons au niveau de l'Institut national de santé publique ne sont pas des produits nocifs pour la population. Donc, ce sont des produits agréés par l'OMS qui n'ont aucun impact sanitaire ou aucun effet secondaire assez compacté par rapport à cette population. Les opérations d'enlèvement d'épaves, de voitures et de réouverture des voies publiques battent leur plein. En effet, c'est dans le même contexte que sous les auspices du maire de la ville de Djibouti, M. Siri Daoud, que les agents de la mairie et les élus communaux ont procédé hier à Quartier 7, à la cité du Stade et à la commune de Blaus, à l'évacuation de ces dépôts sauvages qui bloquent les espaces publics. Dès les premières heures de la matinée jusqu'à la fin de la journée d'hier, de nombreuses carcasses de vieilles voitures abandonnées aux abords des artères principales, routes et ruelles de ces 2 quartiers ont été débarrassés des lieux. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, est l'une des mesures prioritaires du plan Propreté lancé depuis le 24 décembre dernier par le maire de la ville de Djibouti. Eh bien, au terme des travaux d'enlèvement des carcasses d'automobiles au quartier 7 et cité de Stade prévus pour la journée d'hier, le maire de la ville de Djibouti, M. Siri Daoud, a encore une fois de plus insisté sur l'importance de cette initiative. Il a rappelé que le constat que nous sommes toujours dans la continuité des activités du projet intitulé Zéro Déchet. Nous sommes ici en face de l'annexe RPP, a-t-il rappelé, quartier 7. Le quartier 7, a-t-il rappelé, est l'une des plus vastes quartiers de la commune de Blaus. C'est aussi le quartier qui a abrité le local du parti indépendantiste avant LPI est le premier annexe du RPP. Donc nous devons le traiter à sa juste valeur. À travers le projet Zéro Déchet, nous allons faire de notre ville une ville modèle. Plus jamais nous tolérons ce genre de comportement qui porte atteinte au bien-être de nos concitoyens, a-t-il ajouté. En effet, pour mener à bien, a-t-il rappelé le maire de la ville de Djibouti, ce programme de unir nos forces en tant qu'élus. Pour ceux d'entre nous élus qui afficheraient un quelconque désinvolture, sera remplacé, et quel que soit son titre. Nous n'attendrons pas 5 ans pour remplacer. Intérieurement, nous avons échoué sur plusieurs points, mais nous ne décourageons pas une prendre un nouvel élan pour un avenir meilleur, a-t-il conclu le maire de la ville de Djibouti, M. Siri Daoud. Et sans transition, dans le cadre aussi du projet Zéro Déchet initié par la mairie de Djibouti, la commune de Balbala vient de gratifier d'un don de matériel de nettoyage. Ce lot de matériel a été remis hier après-midi dans l'enceinte de la commune de Balbala par l'agence djiboutienne des routes en présence du président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan. L'objectif est de rendre la commune plus attrayante au bien-être de la population et de la cité. Il y a une semaine vient de s'achever les travaux de construction de 2 voies importantes de la commune de Balbala. La voie reliant la route d'Oralé à la place Hayablé et la voie reliant à la route Hassan à la cité Oumma Salama. Cet important investissement financé par le gouvernement a été réalisé par l'entreprise CCECC sous la supervision de l'ADR, a-t-il conclu. A été répondu. Le gouvernement djiboutien a répondu aussi solennellement, rapidement. La route a été construite. Donc, après la construction de cette route, qu'est-ce qu'on attend, la population, les habitants de ce quartier Hayablé? Donc, on vous demande, en tant que le premier autorité locale de la commune de Balbala, de protéger cette route, d'entretenir. C'est pour vous. La route a été construite pour vous. Donc, on vous attend
de faire l'entretien. Comme chaque année, en cette période d'ouverture des saisons sportives, les établissements Moody's, ancien établissement Frataxi, viennent d'offrir un lot important de coupes et de trophées à la Fédération djiboutienne de handball. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée en présence du président de la fédération et de plusieurs membres du comité de la fédération. Le président de la fédération de handball a affirmé que l'établissement Frataxi constitue un partenaire important de la fédération et a salué Emmanuel Larry pour son soutien exceptionnel et l'a remercié pour l'appui qu'il a apporté au sport national. Avant, a-t-il rappelé, c'était son père qui soutenait le sport depuis 40 ans et aujourd'hui c'est le fils qui a repris le flambeau, a-t-il conclu. Ça fait une trentaine d'années. Et en tout cas, c'est devenu, le sport et les PB Moody's, c'est devenu un truc des familles. C'est la famille et chaque année, on reçoit les soutiens et les trophées aussi, c'est bel trophée aussi. Et on ne va pas cesser de remercier la famille entière et l'établissement de Frataxi, tout ce qu'ils font pour les jeunes, pour les encourager à faire du sport et de nous donner aussi des belles trophées et aider aussi à faire sortir des jeunes dans les précarités. Et on dit en tout cas, aujourd'hui, avant c'était papa, aujourd'hui c'est le fils. Et en tout cas, on vous dit merci et merci énormément. S'exprimant à cette occasion, M. Emmanuel a affirmé que leur établissement soutient les efforts de la fédération sportive du pays depuis longtemps, et plus particulièrement la fédération de handball. Ce lot de trophées pour ce partenariat qu'on a depuis l'époque de mon père, donc plus de 45 ans maintenant. Et puis effectivement, l'histoire continue. On continuera à sponsoriser le sport et le handball en particulier. C'est un réel plaisir de voir ces jeunes évoluer dans un sport qui leur plaît. Et puis voilà, on sera toujours là. Et donc je souhaitais tout particulièrement remercier le secrétaire d'État chargé au sport, ainsi qu'à la Fédération de handball pour le match commémoratif en la mémoire de mon père, qui nous a quittés en avril dernier. Et je souhaite aussi souhaiter une excellente année et tous mes meilleurs vœux à tout le peuple djiboutien pour cette nouvelle. Régional à présent, où une opération menée par l'Agence nationale de renseignement de la sécurité, autrement dit NISA, a fait au moins 61 morts et dizaines de blessés dans les rangs des terroristes Al-Shabaab en Somalie. À l'opération contre le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda est soutenue par les partenaires internationaux de la Somalie dans la province du centre-sud du pays, Chebel. L'opération a été menée par les forces de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité en coopération avec les alliés internationaux visant un rassemblement d'environ 150 combattants d'Al-Shabaab dans une zone agricole à la périphérie d'Hawadli. Cette opération a également conduit à la destruction de 2 voitures remplies d'explosifs. Il convient de noter que l'armée somalienne a récemment mené des opérations militaires à grande échelle contre les milices d'Al-Shabaab dans plusieurs régions du sud et du centre de la Somalie. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, les dernières perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale a publié le 10 janvier dernier et projeté une reprise modeste de la croissance et une lente augmentation des revenus par habitant en Afrique subsaharienne en 2023. L'institution Bretton Woods table sur une croissance de 3,6% en 2023 pour les économies de la région. Les économies d'Afrique subsaharienne ne retrouveront pas leur dynamisme d'avant la pandémie de la Covid-19 en cette année 2023. La croissance devrait s'accélérer légèrement pour ressortir 3,6% en 2022 et 3,8% en 2023, d'après les dernières perspectives. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.